quatrième caractéristique, la puissance souveraine est indivisible et inaliénable. Il ne se partage pas, il ne se délègue pas non plus, car il est la garantie de l'unité et de la cohésion de l'État. Et d'ailleurs, suivant cette construction théorique, le principe de la séparation des pouvoirs qu'on a évoqué précédemment a pour but de séparer les fonctions et non pas de diviser la souveraineté. Donc, il s'agit bien évidemment de simples pouvoirs constitués qui sont habilités par le texte constitutionnel à exercer un certain nombre de compétences prévues et délimitées par le pouvoir constituant qui demeure le seul souverain. D'un point de vue juridique, donc après tout ce qu'on a évoqué pour cette notion, pour cette théorie de la souveraineté, avec toutes ces caractéristiques de la souveraineté où on peut comprendre que l'application stricte de cette souveraineté créerait un État absolu, un État autoritaire où il n'y a aucun respect ni pour les droits ni pour les libertés des individus. Donc, si on peut faire une petite évaluation d'un point de vue juridique de cette notion de souveraineté, c'est-à-dire dans l'état actuel, dans l'état de droit constitutionnel actuel, on peut dire que cette notion, telle qu'elle a été défendue par Jean Bodin notamment, n'existe pas aujourd'hui. Car aucun pouvoir illimité n'est toléré par le texte constitutionnel. Et par conséquent, on peut dire que la théorie de la souveraineté absolue n'est pas exacte. Le pouvoir constituant ne peut exister que dans la forme du droit, ce qui veut dire qu'il est essentiellement limité. Limité par quoi? Par qui? Limité par le texte constitutionnel, ce texte constitutionnel qui est le fruit du pouvoir constituant. Ainsi, au sein de l'État constitutionnel, n'existent que des attributions fondées et limitées juridiquement par le texte constitutionnel. Donc, encore une fois, ce texte constitutionnel qui, bien évidemment, fixe, qui délimite les compétences de l'ensemble des pouvoirs constitués, que ce soit le pouvoir législatif, que ce soit le pouvoir exécutif, que ce soit le pouvoir judiciaire, et je dirais même le pouvoir instituer, le pouvoir dérivé, c'est-à-dire le pouvoir de révision constitutionnelle qui ne peut intervenir, c'est-à-dire qu'il ne peut procéder à la révision ou à la modification de la Constitution qu'en respectant un certain nombre de recommandations qui figurent dans le texte constitutionnel et qui sont prévues, posées par le pouvoir constituant originaire. Donc, les traits caractéristiques de la notion de souveraineté théorisée par Jean Bodin ne sont pas compatibles avec l'État constitutionnel. Ceci vaut tout particulièrement pour les titulaires de la souveraineté. Car le sens d'une constitution est précisément de ne pas attribuer la souveraineté à ceux qui peuvent exercer la puissance publique et ainsi imposer unilatéralement leur volonté aux autres. Ils sont les organes d'une entité politique et sont autorisés à remplir leurs fonctions dans les limites et les conditions fixées par la Constitution. Donc, on doit en déduire que dans l'État constitutionnel, il n'y a point de souveraineté, mais que des compétences. La souveraineté n'existe que dans le pouvoir constituant et ne s'exprime que par l'acte constituant. La souveraineté reste donc latente, c'est-à-dire sous-jacente, endormie, tant que le texte constitutionnel est en vigueur. Et d'ailleurs, dans ce cas de figure, on peut même en venir à poser la question de savoir si la révision constitutionnelle est un acte de souveraineté ou non. Et d'ailleurs, les textes constitutionnels nous fournissent la réponse à cette question, car l'ensemble des constitutions rigides confère à des organes étatiques le pouvoir de réviser, le pouvoir de modifier la Constitution et limite par la même occasion ce pouvoir en imposant ou en prévoyant que la révision
constitutionnel doit respecter un certain nombre de dispositions particulières ou soit conforme au régime politique instauré par la Constitution. Et d'ailleurs, pour illustrer ce propos, on peut faire référence à la Constitution des Royaumes du Maroc de 2011, à l'article 44 par exemple, qui interdit au pouvoir de révision de procéder à toute modification de la Constitution durant la minorité du roi, c'est-à-dire lorsque les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne sont exercés par le Conseil de Régence. La même chose, on peut le rencontrer avec l'article 175 de la même Constitution de 2011 qui interdit toute modification ou toute révision de la Constitution qui concernerait la nature du régime de l'État marocain, les préceptes de l'islam, les acquis en matière des droits et des libertés fondamentaux et ce choix de la nation en faveur de la démocratie. Les mêmes limites, on peut les rencontrer dans la Constitution française, notamment dans l'article 89, qui interdit toute modification de la Constitution qui concernerait la forme républicaine de l'État. La même chose, on peut le rencontrer dans l'article 79, alinéa 3 de la Constitution allemande de 1949, qui interdit aussi toute modification de la Constitution qui concernerait la nature du régime politique. Donc on voit bien que même le pouvoir constituant dérivé qui est prévu pour introduire ou pour modifier le texte constitutionnel ne peut pas ou ne peut le faire qu'en se conformant, qu'en respectant les prescriptions qui figurent dans le texte constitutionnel, bien évidemment. Donc, l'élaboration d'une nouvelle constitution est le seul acte par lequel s'exprime la volonté souveraine du peuple. De l'ensemble de ces éléments, on peut avancer que le caractère absolu n'est plus une qualité indispensable à la notion de souveraineté. Au contraire, l'idée de souveraineté, à la fois limitée et conforme à la Constitution, correspond bien plus à la représentation de l'État moderne, c'est-à-dire cet État constitutionnel où toutes les compétences sont prévues, encadrées, délimitées par le texte constitutionnel. Donc, le perfectionnement de l'État conduit donc de la souveraineté absolue à la souveraineté relative. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que la souveraineté est garante de la démocratie selon la belle formule du juriste autrichien Hans Kelsen. Donc, après ce volet théorique à travers lequel on a essayé de remonter l'évolution de cette conception de la souveraineté à travers l'histoire, dans un second temps, nous allons essayer d'explorer un petit peu les traductions de cette notion de souveraineté à travers le texte constitutionnel. Et en droit constitutionnel, nous avons pour habitude de faire la distinction, de faire la différence entre souveraineté nationale d'une part et souveraineté populaire d'autre part. Comme en droit international par exemple, on est censé faire la distinction entre la souveraineté interne et la souveraineté externe de l'État. Ici, la souveraineté du peuple ou la souveraineté populaire est considérée comme une souveraineté concrète, une souveraineté qui prend appui sur l'ensemble des individus, alors que la souveraineté nationale fait référence à une souveraineté plus abstraite, s'appuyant sur une collectivité intemporelle. Donc, l'une est réelle, l'autre est idéaliste, l'une est démocratique et individuelle, l'autre est organique et représentative. L'une transfère la souveraineté au peuple, l'autre porte une toute nouvelle conception de la souveraineté. Donc, nous allons nous arrêter d'abord sur cette notion de la souveraineté nationale. Donc, la souveraineté nationale peut être définie comme une souveraineté entière, inaliénable, indivisible
et qui doit être remise à une entité spécifique. Cette entité spécifique s'appelle la nation. Cette théorie de la souveraineté nationale, bien évidemment, est d'origine française. Elle a été consacrée pour la première fois dans l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, qui disposait que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Et d'ailleurs, la Constitution française actuelle continue de proclamer le même principe, puisqu'il dispose dans son article 3 que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exprime ou qu'il exerce par ses représentants et par voie de référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Donc, la souveraineté nationale, encore une fois, est celle qui appartient à la nation et non pas aux individus qui la composent. La nation est comprise ici comme une entité abstraite et non pas comme une simple addition des individus. Cette nation englobe à la fois le passé, le présent et l'avenir, ce qui exprime cette idée de permanence, de continuité de la nation. En d'autres termes, la nation, selon cette conception, est faite non seulement des vivants, mais aussi des morts et des naissances futures. En conséquence, comme il s'agit d'une entité abstraite, il ne pourrait pas, bien évidemment, exercer le pouvoir, exercer les attributs de la souveraineté. Donc, il en délègue nécessairement l'exercice à différents organes dont les compétences sont strictement limitées. Donc, l'État souverain, l'État est nécessairement souverain, mais ces organes n'exercent que des compétences prévues par le pouvoir constituant originaire, bien évidemment. Donc, l'application de cette souveraineté nationale a plusieurs conséquences. Qu'on peut les résumer de la façon suivante. Donc, l'application de cette souveraineté nationale, de cette conception de la souveraineté nationale, engendre un certain nombre de conséquences qu'on peut résumer de la façon suivante. Première conséquence, c'est que l'électorat n'est pas considéré comme un droit, mais une fonction. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'électorat-fonction. C'est-à-dire que le vote n'est pas considéré comme un droit, mais comme une fonction que la nation peut attribuer à qui il veut, c'est-à-dire aux individus qu'il estime capables de remplir cette fonction. Ainsi, en mettant son bulletin dans l'urne le jour du vote, l'individu est censé exercer une fonction d'intérêt national et non pas un droit. Donc, l'électorat-fonction aboutit logiquement au suffrage restreint et non pas au scrutin ou au suffrage universel. C'est-à-dire que le suffrage pourrait être limité au restreint en raison de la naissance, c'est ce qu'on appelait le scrutin héréditaire ou par filiation. Il pourrait aussi être restreint en raison de la fortune des individus, c'est le fameux suffrage censitaire. Il peut également être limité vis-à-vis ou en fonction de la capacité des individus, c'est-à-dire le suffrage capacitaire, comme par exemple le suffrage qui est accordé aux individus étant donné leur aptitude intellectuelle, comme par exemple la capacité de lire et de comprendre la Constitution et la loi, en raison de la condition sociale. Et là on peut donner comme exemple l'ex-EORICES, où entre 1917 et 1936, tous les prolétaires, même les étrangers, avaient le droit de vote, alors que tous les bourgeois, c'est-à-dire les bourgeois
soviétiques de l'époque n'avaient pas le droit de vote, ou en raison du sexe finalement, car seuls les hommes avaient le droit de vote alors que les femmes on était exclus. Et d'ailleurs, c'est-à-dire accorder le droit de vote aux femmes est très récent. Il remonte à 1944 en France et à 1971 en Suisse, par exemple. Deuxième conséquence, c'est le mandat représentatif qui peut se traduire par l'indépendance de ceux qui représentent la nation, c'est-à-dire les élus, les représentants dans l'exercice de leurs fonctions. Et à ce titre, la Constitution prévoit tout un régime qui s'appelle le régime des immunités, des inviolabilités parlementaires, et afin d'extraire les parlementaires à toutes sortes d'influences ou de pressions qui pourraient être exercées sur eux de la part de leurs électeurs. Ainsi, dans ce cadre-là, les représentants de la nation bénéficient d'une réelle indépendance vis-à-vis de leurs électeurs. Ils sont également irresponsables et n'ont de compte à rendre à personne dans l'exercice de leurs fonctions. Troisième conséquence, c'est que le représentant, le député, une fois élu, représente la nation entière, la nation dans sa globalité, et non seulement les électeurs de sa circonscription électorale, car la souveraineté réside, comme on a eu l'occasion de le préciser, indivisiblement dans la nation. Quatrième et dernière conséquence, c'est que la loi est considérée comme l'expression de la volonté de la nation, c'est-à-dire que la loi est l'expression de cette souveraineté absolue et la volonté suprême de la nation, et n'est nullement considérée comme une simple expression de la volonté de ses représentants ou de la volonté de leurs électeurs. Résultat, c'est que tous les actes pris par les représentants dans l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire de représentation de cette entité abstraite qui est la nation, ne peuvent être contestés ni soumis à la ratification populaire ni au contrôle de qui ce soit. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on imagine mal l'existence d'un contrôle de constitutionnalité dans ce cas de figure, bien évidemment. L'application de la souveraineté nationale aboutit bien évidemment à un système de gouvernement qui s'appelle le système de gouvernement représentatif, ou en d'autres termes ce qu'on appelle la démocratie représentative. Cette démocratie représentative qui peut être définie comme un système de gouvernement dans lequel le peuple délègue l'exercice de la souveraineté dont il est titulaire à ses représentants, aux élus qui le représentent, au Parlement, et qui vont légiférer bien évidemment à sa place. Donc, certes, la souveraineté est transférée au peuple, mais dans la pratique, il est clair que le peuple n'est pas en mesure de gouverner lui-même. La puissance publique devant en conséquence être confiée aux représentants du peuple. Ceci explique que l'article 2 du troisième titre de la Constitution, de la première Constitution française d'ailleurs, qui a été adoptée 2 ans après la Révolution de 1789, c'est-à-dire la Constitution de 1791, précise que la nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. Donc, on va bien évidemment, avec la Révolution française, on va assister à un transfert de la souveraineté et des attributs de la souveraineté de la personne du monarque vers la nation, mais étant donné que la nation n'est qu'une entité abstraite et par conséquent ne peut pas exercer le pouvoir, ne peut pas exercer les attributs de la souveraineté elle-même, on va assister à un second transfert, c'est-à-dire le transfert de cette souveraineté et le transfert de l'exercice des attributs de la souveraineté de la nation vers ses représentants, bien évidemment. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir quelles sont les raisons de ce transfert
de la souveraineté du peuple vers ses représentants. Et à ce titre, on peut avancer 3 raisons ou 3 explications différentes. D'abord, il y a une raison d'ordre pratique, car comment peut-on réunir des millions d'hommes sur une place publique pour délibérer de la chose publique? Ainsi, le passage de l'État-cité à l'État-nation entraîne bien évidemment la disparition de la démocratie directe dans les États modernes, et dont la réalisation se révèle matériellement impossible. Deuxième explication, on peut dire qu'il y a ensuite une raison d'ordre logique. Car la représentation ici n'est plus acceptée par nécessité, mais par préférence. Donc il apparaît donc comme la meilleure forme de gouvernement qui a pu être imaginée par les juristes et les hommes politiques. Enfin, il y a une raison d'ordre politique. Et ici, il faut comprendre que la représentation, c'est-à-dire le transfert de cette souveraineté du peuple, de la nation vers les représentants, est utilisé afin de contenir la puissance populaire. Car il est interdit au peuple d'avoir une volonté autre que celle de l'Assemblée, c'est-à-dire que celle de ses représentants. Ceci dit, il faut rappeler que la représentation, c'est-à-dire que le gouvernement représentatif, que la démocratie représentative demeure un système politique démocratique en raison de l'existence, bien évidemment, de l'élection de ses représentants par les citoyens d'une part, et d'autre part parce que l'activité, parce que les rôles, parce que les compétences de ces représentants et de l'ensemble des organes de l'État demeurent, comme nous avons eu l'occasion de le rappeler, demeurent limitées, encadrées par le texte constitutionnel, ce texte constitutionnel qui est l'œuvre du pouvoir constituant originaire et, in fine, l'œuvre du peuple. La deuxième variante de cette souveraineté, c'est ce qu'on appelle la souveraineté populaire. Donc, cette souveraineté populaire est une souveraineté qui appartient au peuple. Non pas dans son indivisibilité ou dans sa globalité, mais seulement à titre d'addition des souverainetés particulières ou de parcelles de souveraineté. C'est la théorie de la souveraineté fractionnée qui a été développée par Jean-Jacques Rousseau, bien évidemment. Donc, la paternité de cette souveraineté populaire est généralement accordée à Jean-Jacques Rousseau. Selon cette théorie, la souveraineté appartient au peuple, c'est-à-dire à chacun des individus qui le composent. Chaque citoyen est détenteur d'une fraction ou d'une portion de cette souveraineté. Et suivant la belle formule qui a été mise en avant par Rousseau, s'il y a 10 000 citoyens, chaque citoyen, pour sa part, a pour sa part la 10 millième partie de l'autorité suprême. Donc, la loi, qui ne peut émaner pour Rousseau que de la communauté politique, doit posséder, bien évidemment, les traits ou les caractères essentiels de la souveraineté. C'est-à-dire, elle est inaliénable, indivisible et infaillible. Cependant, donc, juste pour nuancer mon propos, au cas où il apparaîtrait que cette démocratie directe et peu praticable, le peuple pourrait déléguer l'exercice de la souveraineté à ses représentants. Donc, certes, cette notion de la souveraineté populaire est une notion qui a été défendue par Rousseau, mais à un moment donné, Rousseau lui-même était lucide sur l'impossibilité, en tout cas sur les difficultés de voir naître, de voir surgir cette démocratie directe ou ce système de gouvernement direct. Et nous aurons l'occasion de revenir sur peut-être sur cette particularité de
Rousseau, c'est-à-dire le passage de la défense de cette démocratie directe, basée sur une souveraineté populaire, à la défense de la démocratie représentative qui est basée, comme on l'a vu précédemment, sur cette notion de souveraineté nationale, bien évidemment. Donc, comme conséquence, de cette façon, Rousseau va substituer à la monarchie absolue une démocratie absolue, c'est la démocratie de la majorité, bien évidemment, ou la tyrannie de la majorité.